Il y a des noms qui pèsent plus lourd qu'une couronne, des noms synonymes de pouvoir, d'héritage, d'un empire bâti sur le rêve américain. Le nom Bush était l'un d'eux. Pendant plus d'un siècle, il n'évoquait pas seulement la bière, il incarnait une forme de royauté américaine, une dynastie dont le royaume s'étendait de la côte est à la côte ouest. Le cœur de cet empire n'était pas une tour de verre à Manhattan, mais une propriété tentaculaire de 113 hectares dans le Missouri, Grant's Farm. Ce n'était pas une simple maison, c'était une scène, un théâtre méticuleusement conçu pour projeter une image de tradition et de solidité familiale. Un simulacre de pouvoir pastoral où les célèbres chevaux Clydesdale vivaient dans des écuries plus luxueuses que les demeures de la plupart des hommes, sous des lustres en laiton, témoins silencieux de la puissance des Bush. Cette puissance avait un prix. En 2008, au sommet de sa gloire, l'empire Anheuser-Busch était évalué à 52 milliards de dollars, une somme si colossale qu'elle défie l'imagination. Pour donner une idée de sa dimension, cela représenterait aujourd'hui près de 75 milliards de dollars. Assez d'or pour construire une ville, assez pour acheter le silence pour des générations. Mais ni l'or, ni les terres, ni même l'adoration du public ne pouvaient arrêter la malédiction qui rongeait la maison Bush de l'intérieur. Derrière la façade de Grant's Farm, dans les couloirs feutrés où les décisions brutales étaient prises, le ressentiment et la méfiance prospéraient. L'affection était une transaction, la loyauté un calcul. C'était un foyer de compétition féroce, où chaque génération portait le fardeau écrasant de devoir surpasser la précédente, transformant le privilège en une sentence à perpétuité. Au centre de l'effondrement se trouve une figure tragique, le dernier roi de cette dynastie déchue, August Bush IV. Un homme né non pas pour construire, mais pour présider à la ruine. Son nom était déjà étanté par les échos d'un accident de voiture fatal, par la mort suspecte d'une petite amie, par des rumeurs de drogue et d'un édénisme téméraire que la fortune familiale ne parvenait plus à étouffer. Il croyait que le nom Bush était une armure. Il allait découvrir, de la manière la plus brutale qui soit, qu'il n'était qu'une cible. Ceci n'est pas l'histoire d'une transaction commerciale. C'est le récit de la chute d'une maison, une histoire de trahison familiale, d'arrogance catastrophique et du prix du sang versé pour maintenir une illusion de pouvoir. C'est l'autopsie d'un empire qui n'a pas été conquis par un ennemi extérieur, mais qui s'est dévoré lui-même, prouvant que l'héritage n'est pas une garantie, mais le plus souvent, un poison. Il y a des héritages qui ne sont pas des cadeaux, mais des condamnations. Des noms de famille si lourds qu'ils écrasent ceux qui les portent, transformant l'or en plomb, le privilège en une malédiction transmise par le sang. Le pouvoir, croit-on, s'achète, mais l'histoire de la maison Bush prouve qu'il ne peut jamais être possédé. Il n'est qu'emprunté, et le prix de sa ruine se paye sur plusieurs générations. Autrefois, Grant's Farm était le cœur battant d'un empire, un royaume de 113 hectares, où les célèbres chevaux Clydesdale, symbole d'une Amérique forte et fière, vivaient dans un luxe que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. L'air y sentait le pouvoir, un mélange d'herbes coupées, de cuir et d'argent frais. Les lustres en laiton des écuries brillaient sur des fêtes extravagantes, des rassemblements où la dynastie Bush projetait au monde une image de tradition et de solidité inébranlable. C'était une scène, une illusion parfaite. Aujourd'hui, le silence est assourdissant. Les mêmes couloirs qui résonnaient des décisions brutales d'un conseil d'administration ne font plus écho que vide. Le marbre est froid, la grandeur est devenue fantasmatique. Grant's Farm n'est plus un palais, c'est un musée. Un mausolée où les touristes marchent sur les cendres d'une dynastie déchue, inconscient du drame qui s'est joué entre ses murs. La façade est intacte, mais l'âme du lieu a été arrachée, laissant derrière elle une carcasse de souvenirs. En 2008, au moment de sa chute, l'empire Anheuser-Busch a été dévalué pour la somme catastrophique de 52 milliards de dollars. Une fortune qui aujourd'hui dépasserait les 75 milliards. Assez d'or pour acheter n'importe quoi, sauf l'oubli. Car cette montagne de billets verts a été construite sur une fondation de secrets inavouables. Une mort suspecte dans une corvette accidentée, une overdose dans la chambre d'un manoir, et la trahison la plus brutale qui soit, celle du sang. Ceci n'est pas le récit d'une transaction commerciale. C'est l'autopsie d'une famille qui, au sommet du monde, a choisi de se dévorer elle-même. Contrairement à la légende américaine, la genèse de ce monstre ne se trouve pas dans la misère, mais dans son reflet le plus cruel, le privilège. Pour les héritiers Bush, le traumatisme original n'était pas le ventre vide, mais l'ambre dévorante d'un nom. Naître Bush, c'était naître avec une dette impossible à rembourser, une obligation de surpasser des titans. Chaque fils était un soldat enrôlé à la naissance dans une guerre dynastique, où la seule victoire acceptable était de devenir plus grand que le roi précédent. Au cœur de cette pression se tenait une figure mythologique, un patriarche dont la légende pesait comme une pierre tombale sur ses descendants, August Gussie Bush Jr. Il n'était pas un père, il était un standard, un homme charismatique et brutal qui avait transformé une brasserie familiale en un empire mondial. Son amour n'était pas un don, mais une récompense, conditionnée par le succès, mesurée en parts de marché. L'échec n'était pas une option, c'était une trahison, une souillure sur le blason familial. Dans ce foyer, le silence était une arme et l'affection une monnaie d'échange. Les enfants n'apprenaient pas à être aimés, ils apprenaient à être utiles. Ils grandissaient dans les couloirs de marbre de Grant's Farm,
un paradis artificiel où la compétition fraternelle était encouragée comme une vertu. Le véritable héritage n'était pas la fortune obscène qui les attendait, mais une anxiété permanente, un poison distillé goutte à goutte dans leur sang, la certitude qu'ils ne seraient jamais à la hauteur. Le point de bascule ne fut pas un instant de révélation, mais une décision de fer forgée dans l'ambition. Lorsque Gussie Busch Jr. prit les rênes, il ne vit pas une simple entreprise, il vit un royaume à conquérir. Il décida que le nom Bush ne serait plus seulement synonyme de bière, mais de pouvoir absolu. Il ne se contenterait pas d'être riche, il deviendrait une institution, une part indissociable de l'âme américaine. Ce fut le moment où l'ambition cessa d'être un moteur pour devenir une arme de destruction massive. La montée fut aussi brutale que spectaculaire. Gussie transforma Budweiser en roi des bières par un marketing d'une agressivité inouïe, écrasant la concurrence avec une efficacité militaire. Il a compris que pour vendre de la bière, il fallait vendre un rêve. Il a donc acheté les St. Louis Cardinals, l'équipe de baseball locale, non pas amour du sport, mais pour souder son empire au cœur de l'Amérique. Le rouge Budweiser devint la couleur du patriotisme, le nom Bush un synonyme de tradition. Les chiffres étaient cataclysmiques. Sous son règne, la production a explosé, passant de quelques millions de barils à plus de 70 millions par an. Anheuser-Busch n'était plus une entreprise, c'était une marée inarrêtable qui noyait chaque marché qu'elle touchait. Gussie était un prédateur économique, un homme qui utilisait sa fortune non pas pour construire des ponts, mais pour ériger des forteresses et creuser des douves. Chaque brique de cet empire était cimentée par une arrogance grandissante. Le succès engendra un sentiment d'invulnérabilité, la conviction que les lois, qu'elles soient morales ou judiciaires, étaient pour les autres. La première grande transgression ne fut pas un crime unique, mais l'établissement d'une culture d'exception, une culture où le nom Bush était un laissez-passer, un bouclier contre les conséquences. Cette corruption morale était subtile, mais totale. Elle se manifestait dans la manière dont les concurrents étaient intimidés jusqu'à la ruine, dans la façon dont les politiciens étaient achetés avec des dents généreux, et dans le mépris affiché pour quiconque osait se mettre en travers de leur chemin. Gussie Busch Jr. a enseigné à sa famille que le pouvoir ne s'excusait pas, il ne demandait pas la permission, il prenait. C'est là que la graine de la destruction a été plantée. Au sommet de sa gloire, l'Empire Bush était déjà condamné. Il n'a pas été construit sur des fondations de pierre, mais sur l'orgueil d'un seul homme. Un orgueil qui serait transmis comme une maladie héréditaire, transformant chaque génération en une version plus fragile de la précédente, jusqu'à ce que le dernier roi, né pour régner, ne préside plus qu'à la ruine de tout ce qui avait été bâti dans le sang et l'or. Un empire ne se mesure pas seulement en or ou en territoire, il se mesure au poids de la pierre qu'il utilise pour construire ses monuments. Grants Far n'était pas une maison, c'était un monument à l'écho des Bush, une forteresse de 113 hectares érigée non pas pour se protéger du monde, mais pour le dominer par l'image. Chaque brique, chaque poutre, chaque centimètre de marbre n'était pas une choix architecturale, mais une déclaration de pouvoir. Une affirmation brutale que la famille Bush ne vivait pas dans le même monde que les autres. Ils le possédaient. La construction et l'entretien de cette illusion étaient un gouffre financier. Des millions de dollars, chaque année, étaient déversés dans ce domaine. Une somme qui représenterait aujourd'hui une fortune capable de soutenir une petite ville. Le marbre était importé d'Italie. Les bois rares venaient de continents lointains. Et le latin des lustres des écuries était poli jusqu'à l'obsession. Rien n'était laissé au hasard, car la perfection n'était pas un objectif, mais le strict minimum exigé pour porter le nom de Bush. Le cœur de cette folie, l'exemple le plus obscène de cette démesure, n'était même pas la demeure principale. C'étaient les écuries des Clyde Spellis. Construites avec plus de soin et de luxe que les maisons de la plupart des Américains, elles étaient un palais pour des animaux. Sous les voûtes de briques et les lustres intincelants, les chevaux symboles de l'Empire vivaient une vie de privilège inimaginable, devenant le reflet parfait de leur maître. Puissants, impeccablement entretenus et totalement déconnectés de la réalité du monde extérieur. Entrer à Grants Farm, c'était franchir un portail vers une autre réalité. L'air lui-même semblait différent, plus dense, chargé du poids de l'argent et de l'histoire. Le visiteur était immédiatement écrasé par l'échelle des lieux. Les allées serpentines, les pelouses manucurées à la perfection, les lacs artificiels, tout était conçu pour réduire l'individu à l'insignifiance, pour lui rappeler qu'il n'était qu'un invité dans le royaume d'Arroi. Le tour guidait les privilégiés à travers des salles de bal aux proportions cathédralesques, où l'écho de pas sur le marbre était le seul son dans le silence opulent. On y découvrait le Bauernhof, la cour de ferme allemande où Gussie Busch Jr. abritait sa collection de calèches anciennes, des reliques d'un pouvoir passé utilisé pour légitimer celui du présent. Chaque objet était une pièce de musée, chaque pièce une scène de théâtre, attendant que le rideau se lève sur une nouvelle performance de la dynastie. Les couloirs menant aux appartements privés étaient longs et froids. C'est là que la façade commençait à se fissurer. Loin des regards, la grandeur devenait oppressante, le silence assourdissant. Ces espaces, bien que luxueux, ne respiraient pas la chaleur d'un foyer, mais la solitude glaciale d'une institution. C'était un labyrinthe doré, où les membres de la famille pouvaient se croiser pendant des jours sans jamais se voir, chacun isolé dans sa propre cage dorée. À l'extérieur, le spectacle continuait. Le domaine abritait la cabane originale du président Ulysses S. Grant, une tentative calculée de s'approprier un morceau de l'histoire américaine, de fusionner le nom Bush avec celui des pères fondateurs. C'était le mensonge ultime, une dynastie de brasseurs se présentant comme l'héritière légitime du rêve américain, alors qu'en réalité, elle ne faisait que le vendre, bouteille par bouteille.
Les fêtes à Grants Farm étaient légendaires, des événements où le champagne coulait à flot, où des orchestres jouaient pour une élite composée de politiciens, de célébrités et de magnats. C'était le visage public de l'Empire, généreux, puissant, incontournable. Derrière les sourires et les poignées de main, cependant des accords brutaux étaient conclus, des carrières étaient détruites et des loyautés étaient achetées. Chaque gala était une manœuvre stratégique, chaque invitation un calcul. Une armée invisible de domestiques, de jardiniers et de palefreniers travaillait sans relâche pour maintenir la perfection de la scène. Ils étaient les témoins silencieux des fissures dans l'armure. Ils entendaient les disputes s'étouffer, voyaient les regards chargés de ressentiment, nettoyaient les traces des excès que la fortune de la famille tentait de dissimuler. Pour eux, le luxe n'était pas un rêve, mais un décor de théâtre cachant une tragédie imminente. La routine de la famille était une existence aliénée, un balai de privilèges déconnecté de toute réalité. Les journées étaient rythmées par des promenades à cheval, des réceptions et la gestion lointaine d'un empire qui semblait fonctionner de lui-même. C'était une vie sans conséquences apparentes, où l'argent pouvait effacer n'importe quelle erreur, étouffer n'importe quel scandale. Une tranquillité achetée à un prix exorbitant, payée non pas en dollars, mais en âme. Mais Grants Farm avait un sous-sol. Pas un sous-sol de briques et de mortier, mais un sous-sol moral. Les pièces secrètes n'étaient pas cachées derrière des bibliothèques, elles étaient à la vue de tous. Les bureaux limbrisés où des décisions impitoyables étaient prises, où la trahison était planifiée comme une fusion d'entreprises. C'est là que le sang était versé, non pas sur le tapis, mais sur les bilans financiers et les contrats. L'horreur de la maison Bush ne se cachait pas dans des donjons. Elle se déroulait dans les chambres luxueuses où une petite amie, Adrienne Martin, mourait d'une overdose d'oxycodone sur le regard du dernier héritier. Elle vivait dans le garage, où se trouvait la corvette qui avait servi de tombeau à une autre jeune femme, Michelle Morse, des années auparavant. La demeure n'était pas hantée par des fantômes, mais par les échos de vie détruite par l'impunité que son luxe offrait. Le véritable secret de la propriété était sa capacité à absorber la vérité. Ses murs épais, ses hectares de terrain, agissaient comme un isolant, non pas contre le bruit, mais contre la justice. C'était une forteresse de déni, un lieu où le pouvoir et l'argent créaient une gravité alternative, pliant les lois de la morale et de la responsabilité. La maison était un complice silencieux, son silence payé par une fortune obscène. Le contraste était catastrophique. Le coût annuel de l'entretien d'un seul cheval Clydesdale, estimé à plus de 30 000 $ à l'époque, dépassait le salaire annuel d'un ouvrier qui passait sa vie à brasser la bière qui finançait ce spectacle. Pendant que la famille organisait des galas de charité pour polir son image, des familles à quelques kilomètres de là, à Saint-Louis, luttaient pour survivre. Grants Farm n'a jamais été un foyer, c'était une arme de relations publiques conçue pour projeter une image de tradition et de solidité familiale, tout en abritant la compétition, la méfiance et la décadence qui allaient provoquer sa ruine. Le vernis d'or et de tradition cachait un cœur rongé par l'arrogance. C'est de ce sol empoisonné qu'a germé la graine de la destruction, prouvant que le monument le plus grandiose à l'orgueil humain n'est, le plus souvent, qu'un futur mausolée. L'erreur n'est pas venue d'un champ de bataille, mais d'une salle de conférence. En 2008, lorsqu'une offre hostile de 46 milliards de dollars est arrivée des bureaux d'InBev, une entité belgo-brésilienne sans âme, August Bochfor a ri. Il a qualifié l'offre de « plaisanterie ». Pour lui, c'était une insulte, une hérésie. Il croyait que le nom Bush, forgé dans le feu et l'acier américain pendant 150 ans, était un bouclier impénétrable. Il s'est drapé dans le patriotisme, appelant à la défense d'une icône nationale, certain que sa famille, son sang, se rallierait derrière lui. C'était son erreur fatale. Il a confondu la loyauté avec l'héritage, oubliant que dans le capitalisme, le sang est moins épais que l'encre d'un chèque. Le siège n'a pas été mené avec des canons, mais des appels téléphoniques. L'atmosphère à Grants Farm est devenue glaciale. Le silence dans les longs couloirs n'était plus un signe de pouvoir, mais d'isolement. La paranoïa s'est installée, un poison rampant dans les veines de marbre de la demeure. Chaque conversation téléphonique était codée, chaque regard suspect. August IV, le dernier roi, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il a tenté de rallier ses généraux, les membres du conseil d'administration, les patriarches de sa propre famille. Mais leur voix était devenue distante, leurs promesses creuses. L'Empire n'était plus une forteresse, c'était un navire qui prenait l'eau, et les rats étaient déjà en train de calculer le meilleur moment pour abandonner. La trahison a frappé avec la brutalité d'une exécution. La nouvelle est tombée, non pas dans un cri, mais dans un murmure glacial. Des membres de sa propre famille, sa tante, et pire encore, son propre père, Auguste Boch III, l'homme froid et calculateur qu'il avait toujours méprisé, était prêt à vendre. Ils étaient prêts à échanger 150 ans d'héritage contre la sécurité d'un gain financier. L'ennemi n'était pas un envahisseur étranger, il était assis à la table du dîner, portant le même nom. À cet instant, August IV a compris. L'Empire n'allait pas être conquis, il allait être vendu, morceau par morceau, par ceux qui étaient nés pour le protéger. La réunion finale fut une agonie, une humiliation mise en scène dans une salle de conférence aseptisée qui sentait la défaite. August Boch IV n'était plus le PDG, le roi héritier. Il était un homme acculé, le dernier rempart d'une dynastie en ruine, face à un conseil d'administration dont les yeux ne reflétaient plus la loyauté, mais le prix de l'action. Chaque mot prenant était un coup de marteau sur le cercueil de l'Empire. Les chiffres étaient implacables, la logique du profit, brutale. La tradition, l'héritage, le sang, tout cela n'était que du bruit de fond face à la promesse de 52 milliards de dollars. Le moment de la capitulation fut d'un silence catastrophique. Le document fut placé devant lui. Ce n'était pas un contrat, c'était l'acte de décès de la maison Bush. Chaque page était une épitaphe. Il prit le stylo, et dans ce geste simple, le poids de 5 générations s'abattit sur sa main.
Le son de la plume sur le papier fut le seul bruit de la pièce, un crissement funèbre qui scellait la fin d'une ère. L'encre noire, comme du sang versé, transférait un royaume de 150 ans à des mains étrangères. Le nom Bush, autrefois synonyme de pouvoir absolu, n'était plus qu'une clause dans un contrat de vente. En sortant de cette pièce, il n'était plus rien. Un fantôme errant dans les couloirs de son propre empire déchu. L'or, les 52 milliards de dollars, une somme qui représenterait aujourd'hui près de 75 milliards, n'était pas une récompense. C'était le prix de sa reddition, le salaire de la trahison. Une fortune obscène qui ne pourrait jamais acheter ce qui venait d'être perdu, une âme. L'empire Anheuser-Busch était mort, non pas dans une bataille glorieuse, mais par une signature au bas d'une page. Le pillage fut rapide, efficace et sans effusion de sang. Il fut chirurgical. Les nouveaux maîtres d'InBev n'ont pas fait éruption en brisant les portes. Ils sont arrivés avec des ordinateurs portables et des auditeurs. Ils n'ont pas brûlé les archives, ils les ont numériées. La culture d'entreprise, autrefois un culte de la personnalité centré sur la famille Bush, a été démantelée, remplacée par une culture de l'efficacité et du rendement. Les cadres fidèles à la famille ont été remerciés, leur décennie de service effacée par un email. Le cœur de l'entreprise a été arraché, laissant une coquille vide portant un nom familier. La profanation finale fut symbolique, et d'autant plus brutale. Les Clydesdales, ces magnifiques chevaux qui incarnaient la force, la tradition et le cœur de l'Amérique des Bush, sont restés. Mais ils ne défilaient plus pour une dynastie, ils sont devenus des outils de marketing pour une multinationale étrangère. Leur image utilisée dans des publicités pour vendre une bière qui n'avait plus rien d'américain, si ce n'est le nom sur l'étiquette. C'était l'ironie ultime, le symbole le plus sacré de l'Empire, coopté par ses conquérants pour vendre l'illusion que rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Le roi était mort, et son royaume n'était plus qu'un produit dérivé.